Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis une dizaine d'années, c'est la course à la RSE, aux responsabilités sociétales et environnementales chez les grandes entreprises. Un concept qui s'est transformé en véritable enjeu de compétition qui permet de juger, ou je dirais jauger, les préoccupations sociales, environnementales, éthiques ou encore de développement durable de ces entreprises. En somme, autant de valeurs mises en avant pour vanter le caractère responsable et citoyen de leur activité. Au Maroc, comme ailleurs dans le monde, le label de la RSE revêt une importance majeure, mais une vraie politique RSE reste limitée aux grandes entreprises et autres filiales des multinationales opérant dans le royaume. Pour les cas que nous discutons ce soir, il est question de mener des opérations d'envergure pour encourager l'action citoyenne et volontaire à travers la société civile et une entreprise. Pour quelles raisons les résultats sont-ils atteints? À quoi sert la RSE dans le business? Comment l'action associative est-elle organisée conjointement avec ces entreprises? Et comment ces actions peuvent-elles aider à améliorer le timide score du Maroc dans l'indice de développement humain PNUD de l'ONU, où le Royaume vient d'être classé 121e sur 189 pays mesurés? Ces questions et bien d'autres auxquelles nous tenterons de répondre en toute transparence dans cet épisode d'Éco-Débat en compagnie de nos invités. Tout d'abord, pour représenter l'opérateur télécom Inouï, sa directrice de la communication corporate et RSE, Kenza Bouziri, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Côté société civile, j'ai le plaisir d'accueillir le fondateur de l'association IDMAJ pour les enfants à besoins spécifiques. Abdelrahman Ben Brahim, bonsoir et bienvenue à vous aussi sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Également pour représenter un collectif, cette fois, le collectif des citoyens. Loubna Zmouri, la directrice des opérations de ce collectif. Madame Zmouri, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, on commence avec cette actualité qui concerne donc cette deuxième édition de Diridik Summit qui s'est tenue le dimanche dernier, le dimanche 8 décembre à Casablanca, avec la participation de 600 bénévoles et associations. Alors, Madame Bouziri, tout avait commencé en 2011 avec la campagne Diridik. Comment les choses ont-elles évolué pour devenir un sommet qui se tient donc, qui a tenu donc sa deuxième édition ce mois de décembre? Alors, tout d'abord, Diridik est l'initiative de l'engagement citoyen de Inouï. En fait, tout simplement, en ayant une cible jeune importante, on voulait comment mobiliser les jeunes. Et on sait que les jeunes ont du temps et pas forcément de l'argent. Et donc, du coup, nous avons lancé en 2011 l'initiative Diridik, qui est tout simplement la mise en relation entre les associations et les bénévoles. Donc, on a eu plusieurs actions tout au long de ces 8 dernières années. Bien sûr, on a réhabilité plusieurs associations. On a dernièrement aussi, on a réhabilité des quartiers et des écoles. Quand on dit on a réhabilité, en fait, on est juste le logisticien qui met en place. C'est bien sûr c'est les associations et les bénévoles qui travaillent ensemble. On est ceux qui mettons en musique, on va dire, tout ça. Et bien entendu, avec le temps, on a essayé on a commencé dans des grandes villes, on était après en région. Et ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on se pose aussi des questions pour se renouveler. Et il nous manquait en fait une occasion, un événement pour réunir en fait les associations, des bénévoles aussi, et qu'il y ait aussi une reconnaissance de ces associations. C'est un premier pas. Donc on a lancé le Diridik Summit l'année dernière. Cette année, c'est la deuxième édition qu'on consolide. Et donc on est là pour échanger avec les associations, avec les bénévoles, avec en tout cas la société civile, autour de débats, de panels et de thématiques précises. Et d'avoir en tout cas le retour d'expérience. Donc ça, c'est une première partie, on va dire, de ce Diridik Summit. Et la deuxième, et en tout cas, c'est célébrer ces bénévoles à travers des récompenses, puisqu'on fait un appel à candidature des projets et un appel au vote ouvert au grand public. Et du coup, on récompense 5 associations. C'est une récompense symbolique, mais qui montre tout le travail qui a été fait dans l'année pour ceux qui ont concouru à cette compétition. Cette approche disons, de mettre en contact les associations et les bénévoles, est-elle différente des autres approches en ce qui concerne en matière de RSE, par exemple?
Oui, en tout cas, c'est la seule qu'on connaît. On aime bien être innovant et faire des choses différentes. Aujourd'hui, oui, parce que on a une plateforme d'Iridic.ma qui est la plateforme de mise en relation entre ces bénévoles et ces associations. C'est ouvert à toutes les associations qui veulent publier leurs projets et c'est très simple. Après, on a une base de données de bénévoles qui ont participé à des actions, qui se sont inscrits. Et il y a des actions tout au long de l'année, tous les mois, pour avoir comment dire, s'il y a des associations qui veulent avoir 5-10 bénévoles, elles vont publier. Après, nous, on fait en sorte de relancer notre base pour qu'elles puissent participer. Alors, Loumtaz Mouri, selon donc, le collectif Les Citoyens, l'objectif premier est, je cite, pour œuvrer pour mieux vivre et agir ensemble. Alors, le sentiment de citoyenneté vit des moments un peu difficiles en ce moment. Comment, justement, quelle est votre démarche pour œuvrer à un meilleur sentiment de citoyenneté chez nos concitoyens marocains ? Notre démarche principale, c'est de montrer qu'il y a déjà des choses qui existent et que la citoyenneté, contrairement à ce que l'on pense, n'a pas totalement disparu au Maroc. Au contraire, elle n'est juste pas très visible. Et notre rôle, justement, c'est de la rendre visible, de mettre en lumière des individus ou des organisations ou des entreprises ou des institutions publiques qui font des choses réellement remarquables et qui ont un vrai impact sur le terrain, mais qu'on ne voit pas beaucoup. Et donc de montrer au reste du public qu'il y a encore des choses à faire et que chacun peut s'engager à son niveau à toutes les échelles et à tout ce qui permet d'apporter un réel changement à la situation actuelle. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les jeunes, notamment, pas seulement, mais beaucoup avec les jeunes. On monte des programmes d'empowerment et de renforcement des compétences, des capacités et surtout de renforcement du leadership. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a un réseau qui s'étend sur tout le Maroc, sur les 12 régions du Maroc, grâce à des bénévoles. Là aussi, c'est là où on voit l'importance du bénévolat aujourd'hui chez les jeunes. Donc ce sont des jeunes qui nous accompagnent pour mettre en place des plateformes d'expression libre, sans tabou, à travers toutes les régions du Maroc, y compris des petites communes rurales où les jeunes ne sont pas vraiment écoutés et entendus. Et à travers ces plateformes, nous avons la possibilité déjà de tâter un peu le terrain, le pouls de cette société, de savoir quels sont leurs réels besoins, leurs réelles attentes par rapport à leur région, par rapport à leur avenir et à tout ce qui s'offre à eux comme possibilité d'épanouissement. Et nous avons aussi la possibilité de repérer des leaders potentiels et de les aider à émerger et à devenir des vrais acteurs de changement dans leur propre communauté. Voilà, donc on les accompagne avec des sessions de formation dans des sujets qui sont liés au développement humain, que ce soit la démocratie participative ou des soft skills. Une d'ailleurs de ces formations qui commence incessamment sous peu, détrompez-moi si Exactement, on a le programme donc, Parole aux jeunes qui s'adresse principalement aux jeunes pour les aider à monter en compétences et pouvoir se représenter dans les médias, porter leur voix, la voix de la jeunesse dans les médias. Donc ce sont des programmes, on vient de lancer d'ailleurs notre premier appel à candidature sur tout le Maroc pour tous les jeunes qui ont envie d'être représentés dans les médias pour venir contribuer à un programme d'accompagnement, de formation, de montée en compétences principalement au niveau du leadership. C'est-à-dire avant de donner la parole aux jeunes, on les accompagne justement pour qu'ils prennent cette parole et qu'ils la prennent bien. Alors on reste dans la jeunesse. Abdelrahman Ben Brahim, donc vous êtes fondateur de cette association IDMAJ. Parlez-nous un peu plus de cette association qui accompagne les enfants à besoins spécifiques. C'est une association qui a été créée en 2006 dans des classes intégrées, dans une école primaire. À l'époque, c'était difficile d'avoir des classes dans une école normale. Vous parlez du secteur public, bien évidemment. Oui, voilà, du secteur public. Donc, je me suis battu pour avoir quelques classes, pour placer quelques enfants. Bien sûr, c'est une idée qui vient de France, après une expérience que j'ai cumulée en France. J'ai vu comment ça se passe, je me suis dit, pourquoi ne pas faire profiter justement les mamans et les papas justement de cette expérience. Et donc, on avait commencé par 5 enfants, des éducatrices que nous avons formées sur le tas par des professeurs qui venaient de France d'ailleurs, pour leur apprendre les techniques justement d'apprentissage, parce que ce sont des enfants autistes. C'est des enfants qui ont des syndromes très variés, très difficiles donc à gérer. Et il a fallu quand même une formation appropriée pour ces éducatrices.
C'était ça la préoccupation première et on a commencé. Maintenant, nous avons une centaine d'enfants répartis sur 2 centres, une soixantaine donc de moins de 14 ans donc, qui sont toujours à l'école primaire. Certains intègrent bien sûr, ont pu intégrer l'école normale. Ils ont évolué, bien sûr, parce qu'ils ont... Parce qu'in fine, c'est idmage, donc si on traduisait, c'est l'insertion. L'insertion. C'est cela, donc finalement, ils ne sont pas mis de côté, voilà. Mais on les insère également, on les accompagne pour pouvoir les insérer avec d'autres classes normales. S'il y a possibilité, oui, bien sûr. Il y a des enfants qui évoluent plus vite que d'autres. Ça, le secret, on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas de montrer que nous avons réalisé des miracles, mais c'est ça ce qui s'est passé, en tout cas. Quelques enfants évoluent, d'autres non. Et puis, ceux qui n'évoluent pas à la même vitesse, ils restent encore dans le centre. Et puis, bon, jusqu'à ce qu'ils puissent évoluer davantage. Et à ce moment-là, on peut les intégrer dans l'école. Sinon, on peut les intégrer dans des métiers. Et là, donc, c'est l'autre centre qui s'en occupe. On a créé des activités qui sont faciles pour ces enfants. Et combien sont-ils? On parle de combien d'enfants aujourd'hui, M. Benbraïm? Pour le centre? Oui. Pour le centre, nous avons une centaine. Très bien. 60 dans l'école et une quarantaine dans l'autre centre. Et ça se limite à la région de Casablanca ou il y a d'autres villes du Maroc qui sont concernées également? Pour le moment, justement, moi, l'idée, c'était de monter des petites structures parce que ce qui marche le mieux pour ces enfants, c'est les petites structures, pas les grands centres. Je souhaite justement créer d'autres petites structures dans déjà différentes provinces pour que d'autres enfants puissent en profiter. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont à la maison et qui ne profitent pas d'une prise en charge appropriée. Très bien. Alors, nous allons revenir en détail, n'est-ce pas, sur votre également mode opératoire et comment justement cette association marche. En l'occurrence, est-ce qu'il y a un accompagnement des entreprises, vu que c'est notre thématique aujourd'hui. Alors, le slogan cette année, Madame Bouziri, d'Iridik Summit, est autour de ce concept d'engagement. Alors, c'est Rahtna Ftatawena, ou en tout cas, si on devait traduire cela, c'est... l'épanouissement de soi, en fait, je dirais. L'épanouissement de soi à travers l'engagement. Oui. Est-ce que vous sentez, depuis le lancement en 2011 de la campagne d'Iridik, que les Marocains sont engagés bénévolement? Alors, c'est une très bonne question. Parce qu'on n'a pas cette culture de l'engagement, je dirais. Les jeunes, pour tout vous dire au début, peut-être venaient pour faire la fête ou pour rencontrer d'autres jeunes, mais ils y ont pris goût. Nous, le plus important, c'est de leur dire que ça peut se faire dans la joie, de donner son temps, c'est très simple. Il suffit de venir aider une association. Ils venaient aussi beaucoup en groupe, donc c'est aussi un encouragement. Et puis, au fur et à mesure, cette opération, cette initiative s'est crédibilisée, puisque il y a eu vraiment des preuves mises en place, il y a eu des associations réhabilitées, des quartiers, comme je disais, plusieurs choses. Et du coup, en fait, ces jeunes commençaient à prendre goût. Mais par contre, cet engagement, il n'est pas si simple, parce que des fois, un jeune peut s'inscrire et ne pas venir. Il ne voit pas l'importance derrière qu'il y a une association qui l'attend pour travailler ou donner en tout cas de son temps. Mais avec les années, on va dire qu'on a des jeunes qui se mobilisent aujourd'hui, puisque il y en a beaucoup qui font de l'associatif aussi dans leurs écoles ou dans leurs universités, où donc c'est juste une occasion en plus pour donner de son temps. Évidemment qu'on n'est pas, on est une plateforme de mise en relation, mais celui qui veut donner de son temps, il le donne déjà. En tout cas, les plus engagés sont déjà mobilisés dans la société avec les associations. Donc c'est un plus. Nous, en tout cas,
c'est pour réveiller en tout cas cet engagement et qu'il soit là dans la durée. C'est ça qui est important. Donc avec le temps, effectivement, on le voit, puisque aujourd'hui, ils viennent plus pour des actions plus ponctuelles, on va dire, où il n'y a pas forcément beaucoup de bénévoles et tout un engouement, mais ils sont là pour des plus petites actions où il y a vraiment du travail à faire, où ça peut être, au-delà de la rénovation, un travail de cours de soutien scolaire ou autre, ou aider à une kermesse ou ce genre de choses. Et pour revenir à la thématique de cette année, quand on dit en tout cas l'épanouissement de soi, c'est ce qu'on ressent réellement finalement. On veut dire aux gens qu'en fait, c'est quand on donne de son temps, ça nous fait du bien d'abord à nous-mêmes. Et c'est ça le message qu'on voulait passer. Et d'ailleurs, on l'a fait aussi dans cette thématique à travers des jeunes bénévoles qui, eux, ont pris la parole et qui ont dit le ressenti. C'est eux qu'on fait parler. En fait, finalement, nous, ce qui nous importe, c'est de donner la parole aux jeunes bénévoles et aussi aux associations, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, on va dire. Donc oui, l'engagement, pour revenir à la question, il a évolué et il est plus mature en tout cas aujourd'hui. Mais il y a encore du travail à faire. Loubna Mouri, vous êtes sur le terrain, vu que vous avez évoqué le terrain. Vous êtes sur le terrain. Partagez-vous ce point de vue par rapport à l'engagement et notamment des jeunes, parce que vous travaillez principalement avec des jeunes au sein du collectif Les Citoyens? Oui, c'est là où je parlais de l'importance de la mise en lumière et de la visibilité. Alors, je vais vous dire d'un point de vue personnel, quand je n'étais pas moi-même forcément dans ce secteur-là, je pouvais avoir cette impression que la citoyenneté n'était pas quelque chose de très répandu chez nous, que les jeunes étaient complètement déconnectés de l'engagement civique et citoyen. Maintenant que je suis, depuis quelques années déjà, dans ce milieu, je suis au contraire assez impressionnée par le nombre d'individus qui s'engagent donc à titre individuel, personnel, dans des actions caritatives ou dans des actions militantes. Et en témoignent pour cela tous les mouvements qui sont nés récemment, il y a quelques mois ou quelques années, qui sont nés sur les réseaux sociaux et qui essaient de mobiliser la population pour des causes assez nobles, que ce soit dans le domaine de la lutte pour les droits des femmes ou contre les violences faites aux femmes, ou que ce soit pour les jeunes ou pour l'entrepreneuriat, etc. Mais au contraire, je trouve que ça bouge énormément, que les gens s'investissent de plus en plus dans des actions bénévoles ou de volontariat, notamment dans le domaine de l'environnement aussi. C'est un domaine qui poser justement comme question après. Oui. Quels sont justement et aujourd'hui, il y a des collectifs, domaines où les jeunes... Écoutez, il y a des collectifs qui sont créés de plus en plus. Il y a des associations de jeunes et de moins jeunes qui sont très actifs dans le domaine de l'environnement, effectivement, que ce soit d'un niveau opérationnel, qui sortent dans la rue et qui ramassent les déchets, etc., ou à un niveau peut-être un peu plus macro, qui s'investissent dans tout ce qui est plaidoyer en faveur de la protection de l'environnement, mais aussi pour le droit des femmes, et ça on le voit beaucoup. Il y a beaucoup de mouvements de jeunes femmes et de jeunes hommes donc, qui se sont mobilisés récemment sur les réseaux sociaux, qui commencent à porter leurs fruits, qui commencent à déposer des pétitions au niveau du Parlement, qui défendent l'image du Maroc aussi à l'étranger, qui reçoivent des prix. Voilà, dernièrement, il y a un collectif qui a reçu même le prix Simone de Beauvoir. Exactement, donc c'est pour ça que je vous dis, non, l'engagement est là. Maintenant, il n'est pas forcément structuré. Il est même pas suffisamment structuré et on a besoin que la société civile se structure et qu'elle s'organise pour être une vraie force. Alors, quand vous dites qu'on n'est pas assez structuré, c'est très intéressant, ce point est très intéressant que partage d'ailleurs Abdelrahman Ben Brahim. Est-ce que vous pensez que les associations marocaines ont besoin justement d'accompagnement, comme vous disiez tout à l'heure, par rapport à l'accompagnement de ces jeunes pour prendre la parole? Tout à fait. Elles ont besoin d'accompagnement pour travailler de manière... je ne dirais pas professionnelle, on ne travaille pas au sein d'une association comme au sein d'une entreprise, mais au moins de manière organisée, structurée. Elles ont besoin peut-être aussi d'un peu plus de légitimité, de crédibilité, que ce soit par l'exemple que pourrait donner le gouvernement en tenant compte de l'existence des collectifs associatifs dans tout ce qui est prise de décision, dans toutes les stratégies gouvernementales. La société civile est là aussi pour remonter l'information du terrain, elle est là pour être force de proposition, et elle est là aussi pour apporter une certaine expertise. Parce qu'aujourd'hui, l'expertise est détenue par les associations. Parce qu'ils sont sur le terrain. Parce qu'elles sont sur le terrain, exactement. De facto. Alors oui, donc aujourd'hui, le gouvernement l'a bien compris parce qu'on voit de plus en plus naître des partenariats entre le public et les associations, ce qui est très bien, c'est une très bonne chose, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, Abdelrahman Brahim, quand on parle d'organisation, vous êtes fondateur d'une association. Est-ce que, selon vous, l'État, parce que
si on devait peut-être résumer, l'État doit jouer son rôle dans l'organisation des associations. C'est les associations elles-mêmes qui doivent peut-être s'organiser mieux. Et si oui, comment? Ben, moi, jadis, c'était les maisons des jeunes. C'est-à-dire, les maisons des jeunes, ils jouaient un rôle. L'école jouait un rôle. Je pense que ça s'est estompé pendant un certain temps. Et c'est ça qui cause justement les problèmes dont on vient de parler. Et maintenant, je pense qu'il y a une sensibilisation. Les jeunes, ils sont plus ou moins sensibilisés à ce type de problème. D'ailleurs, même pour nous, les éducatrices, quand on les a ramenés s'occuper de ces enfants autistes, au début, c'était pas évident pour eux. Ils enseignaient à des jeunes normaux. Maintenant, c'est un acte citoyen. Ce n'était pas facile de les convaincre pour qu'ils s'occupent de ces enfants au début. La formation est venue après, mais c'était difficile. Alors, pour justement revenir à l'État, en ce qui concerne justement le ministère de tutelle concernant les associations en particulier, donc le ministère de la solidarité. Développement durable, solidarité. Voilà, donc il fait ce qu'il peut, bien sûr, en accompagnant justement les associations. Il y a des lois qui sont sorties, il y a pas mal de choses. Donc le côté plutôt pour légiférer que pour accompagner. Voilà. Ce qui est le rôle de l'État. C'est important, parce qu'il ne faut pas que ça continue, que ce soit comme si on fait, je ne sais pas moi, c'est seulement une aide. C'est un droit, ça doit être un droit. Donc maintenant, il y a des lois, des décrets, des lois. Par exemple, un enfant autiste peut intégrer une école sans problème. Bien sûr, accompagné d'un AVS, etc. C'est encore timide, mais ça se passe sans problème maintenant. Très bien. C'est clair et net, le délégué est au courant, les directeurs sont au courant, etc. Donc, c'est quand même un pas géant. Il y a, en parallèle avec ça, il y a l'entraide nationale qui apporte une aide que je salue ici, pour les associations, bien sûr, sérieuses, qui travaillent, etc. Ils apportent de l'aide. Il y a l'INDH aussi. L'association... L'Initiative nationale de développement humain. Oui, c'est ça, l'INDH. Et puis, moi, c'est cette Tramis. Donc, aussi, elle fait ce qu'elle fait. Elle fait un travail géant. Très bien. Alors, ces institutions étatiques font un travail géant. Vous avez soulevé ce point de loi. Est-ce qu'aujourd'hui, au Maroc, nous disposons d'une loi qui régit justement ce côté de RSE Kenza Boussir? Alors non, aujourd'hui ce n'est pas imposé, il n'y a pas de loi et ce n'est pas imposé aux entreprises. Chacune est libre en fait de gérer comme elle le souhaite sa gouvernance, mais c'est pris en compte effectivement dans les grandes entreprises ou les grandes structures, mais c'est important parce qu'en fait c'est quoi? C'est de la responsabilité sociale d'entreprise, c'est être responsable. C'est une entreprise qui est responsable et qui s'engage, on va dire, dans son domaine vis-à-vis de la société, mais qui n'est pas antinomique, en tout cas, avec son objectif qui est en entreprise privée, qui est là pour générer du bénéfice. Exactement, c'est ça ce qui est important. C'est pas du mécénat. Le mécénat est complètement différent. Le mécénat, c'est des fondations qui vont donner de l'argent, qui ont des causes qu'elles défendent, et là, c'est vraiment du don d'argent. La responsabilité sociale d'entreprise, c'est tout à fait autre chose. On est là pour s'engager par rapport à sa stratégie, en tout cas chez un opérateur. Nous, on a choisi de s'engager auprès des jeunes parce que c'est une population importante pour nous et parce qu'on a envie de leur offrir autre chose. Et donc, on a offert une plateforme de mise en relation parce que c'est légitime par rapport à un opérateur télécom. Donc, c'est dans notre Il y a certaines entreprises qui mènent justement ces opérations de RSE elles-mêmes, c'est-à-dire elles vont construire des écoles ou aider à nettoyer, planter des arbres, et puis la liste est longue. Mais l'approche justement d'Inouï a été via la société civile finalement.
Oui, mais à travers, il y a une légitimité. Cette initiative d'Iridic, elle est là pour mettre en relation, parce que nous-mêmes, nous sommes un opérateur télécom et nous mettons en relation, en tout cas les gens. Donc quand je disais la légitimité, il faut pas que ça... pourquoi je choisirais d'aller planter des arbres ou d'aller nettoyer des plages ou autre. Quand on a cette légitimité, c'est encore plus fort. Et nous, c'est là que ce qu'on a entrepris, c'est d'être en relation, en tout cas, de donner en tout cas cette plateforme qui est là pour aider les associations et de l'autre côté pour aider les jeunes, parce que, comme je disais, ils peuvent aller aider tout seuls. C'est juste une fenêtre beaucoup plus grande et qui résonne plus fort pour leur donner cet espace d'aller aider, parce que ceux qui veulent aider, comme je disais, ils vont aller le faire avec ou sans nous. Mais nous, notre rôle est aussi de toucher le plus de nombre, et on est un opérateur grand public, donc c'est aussi notre force de frappe. Et du coup, c'est réveiller un petit peu cet engagement dont on a parlé au début, et du coup, parler au plus grand nombre. C'est aussi ça notre force, je dirais. Très bien. Je vous propose, mesdames, messieurs, de continuer cette belle discussion juste après cette courte pause. Merci de rester avec nous. À tout de suite. Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Éco-Débat que nous consacrons aujourd'hui à la RSE, aux responsabilités sociétales ou sociales de l'entreprise. Avant la pause, donc la représentante d'Inouï évoquait ce point important qui est celui de relever le défi de l'engagement et aussi comment justement impliquer les jeunes et cette approche justement de cet opérateur télécom par rapport à mettre en contact et en relation les associations entre elles, et notamment à travers le Diridic Summit, mais pas que. Alors, quand on parle de marques citoyennes, avant, est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez, vous, en tant que représentant de la société civile, qu'il y a un véritable engagement des entreprises marocaines, grandes d'ailleurs, parce qu'on ne parle pas des PME, très peu de PME s'engagent en RSE, d'accompagner ces collectifs ou associations? Lubna Zemmouri. Alors oui, et peut-être pas suffisamment aujourd'hui. Donc oui, on constate que des grandes entreprises ont fait, je veux dire, c'est une partie de leur stratégie, c'est soutenu par la direction générale, de pousser à des marques citoyennes. On le voit dernièrement, il y a des marques qui s'engagent pour des causes. Je ne citerai pas de nom, mais une marque de détergent qui a d'ailleurs été primée pour une publicité qui mettait en avant une meilleure égalité homme-femme dans le partage des tâches ménagères. Maintenant, oui, les marques commencent à devenir des marques citoyennes, en tout cas des marques des grandes entreprises, mais ce qu'on attend également de la part de ces grandes entreprises, c'est qu'elles soient un véritable moteur au sein de leur écosystème et à ce qu'ils intègrent la RSE comme partie intégrante de l'ensemble de leur process. Donc pas forcément uniquement en choisissant une belle cause qu'ils peuvent soutenir, que ce soit l'entrepreneuriat social ou le leadership des jeunes ou autre chose, mais également en intégrant la RSE dans l'ensemble de leur process, en faisant en sorte que toutes leurs procédures soient responsables, peut-être en aidant à l'émergence d'un tissu entrepreneurial, en confiant donc des missions ou en confiant des marchés à des petites entreprises. Ça peut être en s'assurant que tous leurs partenaires sont engagés dans la préservation des ressources naturelles et de l'environnement. Ça peut être... voilà, la RSE impacte l'ensemble des fonctions d'une entreprise et pas uniquement une direction marketing ou communication. Donc c'est là où effectivement on attend un peu plus d'engagement de la part des entreprises parce que ce sont elles qui au final vont mettre en pratique toutes les dispositions de l'État et toutes les stratégies publiques dans les enjeux majeurs du Maroc. Quand on parle par exemple des droits des femmes et du taux d'activité des femmes, finalement c'est au secteur privé de mettre en place des procédures RH qui sont favorables aux femmes, de pouvoir recruter un peu plus de femmes dans des emplois qui ne soient pas forcément que des emplois support, mais aussi des emplois techniques. C'est là où on les attend également. On attend d'eux qu'ils mettent en place des procédures RH qui permettent l'épanouissement et l'évolution de ces femmes. Donc oui, c'est déjà un très bon début. Il ne faut pas oublier que la RSE, de toutes les manières, de manière générale, dans le monde entier, on se cherche encore. On cherche encore entre le mécénat, donc c'est un excellent début. On est très heureux de voir les grandes entreprises qui feront des choix, des réels choix, parce que la citoyenneté, c'est aussi choisir. On est citoyen, on va voter, on choisit de se mobiliser pour une cause et pas pour une autre. Mais on aimerait que
que les entreprises soient un peu plus une locomotive pour des enjeux sur lesquels le Maroc est engagé à travers les ODD, à travers pas mal de conventions internationales qui ont été ratifiées, etc. Voilà. Kenza Boussiri, est-ce que les chargés de ces questions de RSE dans les entreprises sont-ils en déconnexion des restes des services, notamment financiers? Est-ce qu'on ne les voit pas un peu comme, notamment, c'est peut-être un amalgame intergénérationnel ou que... je ne parle pas pour votre exemple, en tout cas l'exemple de l'entreprise que vous représentez, mais pensez-vous qu'ils sont un peu perçus comme des ovnis, absolument? Non, déjà, je rejoins ce que disait Loubna Zemmouri dans le sens où effectivement, là, ce qu'on voit, c'est les initiatives portées vers l'externe. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui se font aussi en interne et qui touchent un volet important au niveau des ressources humaines. Il y a bien sûr des achats responsables, donc je rejoins ce point-là. Évidemment, on a des chartes internes pour tout ce qui est achat responsable, tout ce qui est éthique, tout ce qui est équité, hommes, femmes, etc. Donc on œuvre aussi dans ce domaine, mais ça ne se voit pas vis-à-vis de l'extérieur. Donc il y a tout ce volet-là qui existe, mais évidemment qui n'est pas visible. Et l'autre, le plus important, c'est celui de l'engagement social qui est visible. Donc déjà, pour y répondre, oui, il y a beaucoup d'actions qui se sont faites et on a besoin aussi c'est une motivation aussi pour les collaborateurs. Donc c'est des personnes qui travaillent avec toutes les directions et il y a aussi bien sûr un engagement du top management, c'est très important d'aller dans cette direction-là. Donc oui, donc il y a des choses qui se font mais qui ne sont pas visibles. Et l'autre exemple aussi, Loubna Zemmouri a cité, de travailler avec des plus petites structures où c'est des choses qu'on fait, on gère aussi, on a parlé de l'entrepreneuriat social mais on a aussi l'entrepreneuriat innovant et un de nos objectifs aussi est de travailler avec des startups, leur donner cette chance de travailler avec des grandes structures et avoir des process un peu plus allégés pour pouvoir répondre à des appels d'offres ou des consultations de grandes entreprises. Donc oui, on va dans ces démarches-là et on sera... Beaucoup plus d'entreprises vont aller dans ce sens-là parce que c'est ce qui va créer de l'emploi et c'est ce qui va élargir aussi cet entrepreneuriat innovant de start-up. Donc il faut aller dans ce sens-là. Oui. Alors, entrepreneuriat, il y a aussi cet aspect social et sociétal. Est-ce qu'aujourd'hui, Abdelrahman Ibrahim, l'association IDMAJ, jouit-elle d'un soutien? Est-elle accompagnée par une entreprise ou des entreprises? Le seul contact, malheureusement, que nous avons avec l'entreprise, c'est celui d'Inouï par le biais d'Iridic. Pour le moment, on n'a pas eu. Moi, est-ce que vous les démarchez? C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Il y a des fondations, bien sûr, au sein des grandes structures, mais leur souci, il est ailleurs. Ils font des belles choses, mais peut-être pas au niveau des associations de notre type. Moi, ce que je souhaite justement, toujours dans la démarche RSE, c'est que ces entreprises font comme ce qui se fait un peu dans le monde pour ces jeunes qui ont des difficultés justement de s'intégrer dans la société, de monter quelques unités adaptées où ils peuvent justement avoir un travail, ne serait-ce que quelques heures par jour, à leur rythme. Et ça se fait à l'extérieur, par exemple en Belgique, en Allemagne. La vraie insertion professionnelle finalement de ces jeunes qui ont été accompagnés. Ils montent des unités avec carrément un village approprié qui est juste à côté, etc., pour qu'ils puissent intégrer ces jeunes sur des tâches qui sont adaptées. Par exemple, je ne sais pas moi, emboîter, des tâches répétitives. Pour les autistes, par exemple, aux États-Unis, ils les utilisent carrément, ils sont à Silicon Valley. Carrément, ils sont dans l'informatique, ils sont dans... Ça, moi, ce que je souhaite. Et c'est une valeur ajoutée aussi pour l'entreprise, parce que ça fait aussi... et ça crée de l'emploi, donc ça crée de la valeur ajoutée même pour l'économie de ce pays. Aux États-Unis, ils ont compris qu'il y a des tâches qu'une personne normale ne peut pas faire. Par contre, un autiste, il le fait et il excelle. Donc, ils choisissent là où ils placent un autiste à la place de quelqu'un de normal. C'est extraordinaire et ça marche très, très bien. En Belgique, ils font carrément des ateliers, mais vraiment d'industrie, disons, on peut dire même lourde.
la chaudronnerie, etc. On voit des autistes, des trisomiques, etc. qui Ce n'est travaillent. pas le cas aujourd'hui au Maroc. Ah non, on est loin. On est loin. Moi, je dis, c'est mon souhait. Nous, on est en train de monter des ateliers, justement, où ils puissent s'épanouir. Je souhaite monter, justement, un genre de restaurant, pâtisserie, où ils peuvent être actifs et ils peuvent vendre leur travail. Ce qui se fait déjà à travers, justement, Il y a quelques associations. La fondation Mohamed V, et notamment dans cet aspect de restauration. Alors, il y a une question qui m'interpelle, puisque vous parlez de cela. Combien ça coûte la RSE à une entreprise dans un budget de fonctionnement? Combien ça coûte? Puisqu'on est dans une émission économique. Ce qui est important, c'est, moi je dirais, quelles sont les retombées finalement pour ces. Quand on Alors combien on investit et après on pourrait parler sur le retour sur investissement. On investit pas mal, mais c'est important aussi cette mise en relation, cette initiative. D'ailleurs, on parle de Diridik, mais on a d'autres choses aussi. Oui. On a une plateforme d'éducation, Imadrasa, on s'engage pour l'entrepreneuriat auprès des startups. Aujourd'hui, ça coûte, mais les retombées sont positives. Si je parle pour notre... Une fourchette de budget, par exemple. Après, je ne vais pas vous donner une fourchette de budget, hein, pour être clair, mais c'est comment dire, c'est un axe de communication. C'est c'est une autre manière finalement de communiquer. Très bien. Donc, et les retombées? Les retombées, je dirais, sont positives. Aujourd'hui, Inouï est perçue comme une entreprise citoyenne. Donc, dans les différentes études qu'on peut faire, ça sort vraiment spontané. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif. Et ça nous encourage à aller de l'avant et de négocier d'autres budgets. C'est difficile de négocier un budget RSE dans une entreprise. Difficile de négocier tous les budgets dans une entreprise. Très bien. Alors, justement, puisqu'on parle de budget, Loubna Zemouri, vous menez beaucoup d'actions sur différents axes. Alors, vous avez cité tout à l'heure ce côté de parité. Il y a, bien sûr, on reste dans les jeunes, des ateliers de formation. Comment vous faites pour justement mener autant d'actions sur le terrain avec ces jeunes-là? On compte beaucoup sur les partenariats. D'ailleurs, c'est là où, effectivement, la société civile a intérêt à s'organiser, c'est d'apprendre à travailler ensemble. On se positionne un peu comme un fédérateur des bonnes volontés. Donc on a noué beaucoup de partenariats. Par exemple, on travaille beaucoup avec les enseignants du système public. On est très actifs dans l'éducation parce qu'on considère qu'ils sont victimes de bashing au niveau au niveau public. Je veux dire, l'enseignant au Maroc aujourd'hui, c'est une profession qui n'est pas très valorisée à juste titre, alors qu'il y a beaucoup d'enseignants qui font un très très bon travail et qui ont envie de renforcer leurs compétences pour faire encore un meilleur travail. Et donc, on a établi un partenariat avec la Fondation HEM et on a créé avec eux, en collaboration avec eux, l'université citoyenne spéciale enseignants. Et donc, ce sont des séminaires qui se tiennent une fois par an. On l'a fait à Casablanca, on l'a fait à Tanger également. Ce sont des séminaires qui rencontrent beaucoup de succès, qui s'étalent sur 9 semaines, qui sont diplômants et qui aident les enseignants. On les considère comme étant la cheville ouvrière du système éducatif. C'est à travers eux que le changement dans l'éducation va venir. On les aide à acquérir certains soft skills qui sont nécessaires pour apprendre à l'enfant à apprendre, pour communiquer des valeurs de citoyenneté, quel est le citoyen modèle du XXIe siècle. Et ce sont des séminaires qui rencontrent beaucoup de succès, qui montrent que parmi les enseignants aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'être accompagnés et qui font vraiment de très belles choses. On y arrive aussi parce que, comme je vous ai dit, on compte sur les partenariats, on compte beaucoup sur les individus également. Et on compte sur la volonté de toutes les associations qui sont engagées dans les sujets qui nous intéressent pour réussir à travailler ensemble. Dans le domaine des femmes, par exemple, on est très actif dans le droit des femmes dans la sphère économique, dans l'empowerment de la femme au sein de l'entreprise notamment, pas seulement, mais notamment. Et on travaille avec un collectif de à peu près 200 femmes qui sont parmi le top management au Maroc et qui sont à même justement de partager des valeurs d'égalité au sein de leur propre entreprise. C'est là où vous évoquez ce terme de gouvernance féminine. Exactement, tout à fait. Donc déjà... Gouvernance féminine. Déjà, gouvernance, c'est un grand chantier dans notre pays. Exactement. Et puis la place de la femme dans l'entreprise est un grand chantier dans le monde entier, j'ai envie de dire. Alors, gouvernance féminine, pourquoi ?
Oui, pourquoi? Parce que c'est prouvé aujourd'hui, les études sont formelles et sont unanimes, que quand vous avez des femmes dans les autres instances de gouvernance des entreprises, l'entreprise est forcément plus rentable et le niveau de paix sociale est beaucoup plus élevé. Donc voilà, s'il fallait juste parler en termes de chiffres de rentabilité, de productivité, les chiffres sont là et sont assez unanimes. Maintenant, nous vivons dans une société qui n'est pas facile, qui n'offre pas un environnement très facile pour les femmes, une société qui est très patriarcale et qui met sur les épaules des femmes beaucoup de responsabilités, qu'elles soient des responsabilités professionnelles et responsabilités familiales, et qui fait que les femmes, à un moment donné, dans leur évolution, se retrouvent face à un choix. Est-ce qu'elles doivent privilégier leur carrière? Est-ce qu'elles doivent privilégier leur famille? Est-ce qu'elles doivent privilégier tout le travail non rémunéré qu'elles font à côté? Quand il y a des personnes âgées dont il faut s'occuper, ce sont les femmes qui s'en occupent. Quand il y a des enfants à caractéristiques particulières, en général, ce sont les femmes aussi qui les accompagnent et qui s'en occupent. Ce sont des considérations qui ne sont pas encore aujourd'hui totalement prises en compte au sein de l'environnement professionnel, notamment des entreprises, mais ça commence. Et voilà, donc tout l'environnement est censé apporter des changements positifs pour permettre à la femme d'être un peu plus active et de contribuer à l'économie de son pays. Et qu'en est-il justement de ces femmes qui contribuent à l'économie de leur pays? Je parle de ces femmes dans le monde rural, à travers les coopératives. Menez-vous des actions auprès de ces femmes-là? Pas encore. Peut-être des jeunes bientôt. aussi, pas que jeunes femmes et jeunes Exactement, hommes bientôt. C'est là dans où le monde nous, rural. oui, c'est là où pour nous, la dimension genre est assez transversale dans l'ensemble de nos actions. Donc, quand je vous dis qu'on va dans les communes rurales pour essayer de rencontrer les jeunes, on s'arrange à chaque fois, et en tout cas, on s'assure que notre public respecte une certaine parité entre les jeunes hommes et les jeunes femmes. Donc, oui, on touche les jeunes filles dans les communes rurales, mais de manière transverse. Maintenant, nous avons un certain nombre d'actions qui ont été prévues dans le cadre de 2020 sur lesquelles je ne peux pas encore beaucoup m'étendre, mais qui sont focalisées spécialement sur les femmes de manière générale, que ce soit des femmes dans l'urbain ou dans le rural. Abdelrahman Ben Brahim, combien êtes-vous dans votre association IDMAJ, donc qui accompagne les enfants à besoins spécifiques? Alors, c'est très simple. Nous avons 47 éducateurs et éducatrices. Donc, en majorité, c'est des éducatrices. Très bien. Voilà. On peut dire que c'est du 1 pour 2. Voilà, donc justement qui font un travail excellent. C'est un travail qui est dur. Et ces enfants autistes dans le monde rural, justement, ce travail est dur. Donc là, vous les accompagnez en ville, mais il y en a aussi dans nos villages. Bien sûr. Moi, déjà au niveau de Casablanca, ne serait-ce que Casablanca, sans parler de moi. Chaque fois, j'encourage justement, par exemple, les gens qui sont loin, Salmiya ou les environs de Casa, je demande à ce qu'il y ait création de petites structures sur place pour s'occuper. Bien sûr, le monde rural, il en a encore besoin. Il n'y a rien dans le monde rural. Il n'y a rien. C'est-à-dire pour des enfants qui ont des besoins spécifiques, que ce soit moteur, tout ce que vous voulez, ils ont des problèmes. Et vous pensez que pour s'attaquer à ces problèmes, il faut institutionnaliser justement cette responsabilité sociale? On revient au rôle de l'État, finalement. Je ne sais pas si l'État va le faire. En tout cas... Il y a une grande volonté, justement, de s'atteler à ce monde rural. Une volonté royale qui a clairement été exprimée lors s'ils ne se prennent pas eux-mêmes en charge aussi, nous, on ne va pas vers eux, les sensibiliser ou bien les aider à se prendre en charge. Après, l'État, il vient après. Une fois que c'est structuré, etc., l'État, il voit, donc ça se passe très bien, etc., donc il peut apporter de l'aide. Faut que je pense qu'il faut ce qui leur manque, c'est ça, c'est cette initiative. Ils ne savent pas comment, donc il faut les épauler, les aider et aller vers eux. Voilà, donc... Une réaction peut-être, Loubna Zmouri, je voyais que vous acquiesciez. Oui, par rapport au monde rural, parce que bon, c'est une problématique très importante aujourd'hui. On a encore 40% de la population marocaine qui est dans le rural, et il est temps de se poser la question réellement de qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut carrément que le Maroc accompagne l'exode rural de manière structurée, organisée, ou est-ce qu'on ne veut pas d'exode rural et on veut maintenir donc les gens dans le rural, parce que c'est une valeur ajoutée qui est absolument fondamentale. Maintenant, le monde rural mérite qu'on s'y intéresse de manière un peu plus globale peut-être,
peut-être, et de manière un peu plus holistique. Ce n'est pas juste une question de proposer des programmes pour accompagner certains aspects de leur quotidien ou certains aspects de leur vie, mais de manière générale, comment accompagner le monde rural à s'autonomiser, à trouver lui-même des solutions, à venir lui-même avec des solutions qui sont adaptées à son environnement et pas accepter des solutions qui lui viennent d'ailleurs, que ce soit des grandes ONG internationales qui font du très bon boulot, mais qui viennent déjà peut-être avec des solutions toutes faites, mais même de manière générale, le monde rural devrait également être pris à partie dans les discussions et dans la définition des stratégies à mener dans cet environnement-là. Donc oui, il y a toute une réflexion à faire autour de l'approche qu'on a par rapport à cette problématique. Je pose la question à la représentante d'Inouï, justement, Kenza. Quelle est l'approche par rapport à ces besoins du monde rural aujourd'hui ? Elle est bien évidemment qu'elle est capitale et il faut aussi avoir des actions, en tout cas pour notre part, par rapport à notre initiative. Au démarrage, on a commencé par les grandes villes, parce que c'est là où on a le plus grand nombre de jeunes, Casablanca, Rabat, Marrakech. Et puis, on avait de plus en plus des retours sur les réseaux sociaux en disant quand est-ce que vous allez avoir une action dans ma ville, ailleurs. Et donc, on a élargi. Aujourd'hui, on a été dans plus de 20 villes. Mais grâce à la plateforme, on a démarré avec des associations qui étaient dans 5 grandes villes. Mais aujourd'hui, toutes les associations peuvent nous rejoindre dans le sens où si elles sont dans un petit village ou en tout cas pas dans une grande ville, elles peuvent mettre leur projet en ligne et demander des bénévoles. On a fait des actions aujourd'hui à Demnat, à Itmiloul, ou même des associations qui sont peut-être à Agadir qui vont faire des actions ailleurs dans la région. Donc oui, nous, aujourd'hui, on est ouvert à toutes ces associations-là qui peuvent rejoindre l'initiative. Et c'est important. J'aimerais clôturer cette discussion avec un point que j'ai cité, le classement du PNUD d'ONU de l'indice de développement humain, et ce chiffre qui donne froid dans le dos de 121e sur 183 pays, sur 189 pays. On est donc en bas du classement. Je voudrais terminer justement avec cette question de développement humain et sa place aujourd'hui côté associatif et également RSE. Je commencerai par vous, Nazem Ouali, si vous le voulez bien. Oui, alors les chiffres, effectivement, sont très alarmants à tout point de vue, que ce soit au niveau de l'indice de développement humain ou autre. Maintenant, la question à se poser, et ce qui paraît quand même assez paradoxal, c'est qu'après, le Maroc n'a pas à rougir dans certains grands chantiers structurels, certains grands indicateurs macroéconomiques. Donc on se pose cette question, comment ça se fait qu'on rayonne dans certaines parties de notre développement, alors que l'indice de développement humain dégringole à côté de ça. C'est-à-dire les projets structurants sont là, les projets structurels boitent un peu. Oui, parce qu'effectivement, on répète beaucoup cette phrase, il faut placer l'humain au centre des stratégies. Pour l'instant, il n'y est pas encore. C'est une réalité. Alors les choses vont certainement changer avec toute l'effervescence qu'il y a aujourd'hui autour du nouveau modèle de développement et toutes les institutions qui viennent avec des propositions, la commission qui vient d'être créée récemment. Mais donc effectivement, la réflexion a démarré. Mais tant qu'on n'est pas... Quand on dit qu'il faut placer l'humain au centre de la stratégie, ce n'est pas uniquement qu'il faut que l'humain soit bénéficiaire de cette stratégie, mais qu'il faut qu'il contribue également à cette stratégie. Donc il faut que l'information vienne d'en bas, il faut que les solutions viennent d'en bas, et il ne faut pas réinventer la roue, il faut aller voir tout ce qui se fait déjà de très très bien, parce qu'il existe beaucoup d'initiatives qui sont probantes, qui ont fait leurs preuves, qui ont permis à des gens de s'autonomiser, qui ont permis à des écosystèmes d'émerger. Il faut aller les voir et il faut savoir comment est-ce qu'on peut les accompagner, comment est-ce qu'on peut les réguler pour contribuer au développement de manière générale, parce que ce sont ces initiatives, ces petites initiatives locales, nationales, territoriales, qui sont réellement inclusives. Toutes les initiatives qui se font, qui viennent un petit peu d'en haut, ne peuvent pas être inclusives par essence. Voilà. Très bien. Abdelrahman Brahim, justement, un dernier mot par rapport à cette question de développement humain et comment relever ce défi. C'est par l'école. Il n'y a pas autre chose. C'est par l'école. Déjà, au niveau de l'enseignement supérieur, ce qu'on voit, ce qui se passe, il y a des associations dans pas mal d'établissements d'enseignement supérieur qui bougent pas mal. Et justement, cet exemple, on veut qu'il descende beaucoup plus bas. Et il faut que les jeunes de jeune âge soient sensibilisés justement à ces actions, qu'ils se prennent en charge, etc., et mener des actions humaines
et s'approcher justement du citoyen en difficulté, etc. Kenza Bouziri, un dernier mot. Pour compléter, je dirais évidemment, ça va venir par les jeunes et nous, notre souhait, c'est d'inculquer cette citoyenneté auprès des jeunes pour qu'ils donnent de leur temps et qu'en fait, ils verront que c'est leur petite action va contribuer à toutes ces actions collectives. Et donc, nous, c'est notre souhait, c'est qu'il y ait de plus en plus de projets et que ça soit dans le cursus scolaire, en tout cas, participer à l'action citoyenne, la société civile et aider des associations ou son quartier. Et donc, nous, on est là pour, en tout cas, mettre en avant ces projets des associations et pour que ces jeunes puissent ne pas avoir, on va dire, d'excuses pour dire je ne sais pas comment faire pour aider. Il suffit Justement, juste de voir, au lieu de trouver des excuses, agir. Voilà, exactement. Et être un enfant de ce pays, parce qu'on parle enfant du peuple Woulché, on peut également être enfant du pays Ould Louatan. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir enrichi cette belle discussion autour de l'action associative, bien évidemment, et de la responsabilité plutôt sociale de l'entreprise, et surtout au centre de tout cela, l'humain et le citoyen. Merci à tous de votre fidélité. Très bonne suite des programmes sur notre antenne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco-Débat.